Je pense donc je suis, c'est sans doute l'une des phrases les plus célèbres, non, de toute l'histoire de la philosophie. On la brandit souvent comme un point de départ, une sorte de d'évidence. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est tout le contraire. Ce n'est pas le début du chemin, c'est l'arrivée, l'aboutissement d'un voyage intellectuel absolument spectaculaire et par moments terrifiant. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'esprit de celui que l'une de nos sources qualifie, et j'aime beaucoup l'expression, d'architecte du monde moderne, René Descartes. Pour cette exploration, on s'appuie sur deux types de documents qui se complètent très bien. D'une part, on a une analyse très fouillée, quasi encyclopédique de sa vie, de son œuvre. Elle nous plonge vraiment dans le contexte du XVIIe siècle. Et d'autre part, une réflexion plus contemporaine. Elle s'attache à décortiquer ce qu'elle nomme la révolution du sujet. Une révolution dont on est encore les héritiers directs en fait. Complètement. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de suivre Descartes dans cette quête obsessionnelle de certitude. On va voir comment, en partant d'un doute absolu, il a non seulement posé les fondations de la philosophie moderne, mais il nous a aussi légué une méthode. Une sorte de boîte à outils intellectuelle qui, 4 siècles plus tard, reste d'une pertinence incroyable. Pour commencer, il faut vraiment se projeter dans son monde, une époque de basculement complet. C'est le point de départ crucial. On est dans un monde en pleine crise. L'édifice intellectuel du Moyen-Âge, la scolastique, qui reposait sur l'autorité d'Aristote, de l'Église, tout ça est en train de se fissurer. Et en même temps, il y a cette révolution scientifique qui est en marche. Des gens comme Galilée. Et Descartes lui-même n'est pas qu'un philosophe, c'est un scientifique, un mathématicien de premier plan. Précisément. Et en tant que scientifique, il est frappé par le contraste entre la certitude, la rigueur des mathématiques et le savoir de son temps, qu'il perçoit comme un amas de traditions, d'opinions contradictoires qui reposent sur des fondations d'argile. Et face à ce constat, sa réaction est d'une radicalité inouïe. Il ne se dit pas « je vais réparer les fissures », non. Il se dit « je vais tout raser et je reconstruis à neuf ». C'est une ambition démesurée. Complètement. Comment est-ce qu'on peut même commencer une telle entreprise sans devenir fou? C'est une excellente question. Et il y répond lui-même avec une image très simple, mais d'une puissance incroyable, c'est celle du panier de pommes. Ah oui! Imaginez, vous avez un panier rempli de pommes. On vous dit que certaines sont pourries, mais vous ne savez pas lesquelles. Si vous en laissez ne serait-ce qu'une seule de gâtée, elle risque de contaminer toutes les autres. Quelle est la seule méthode absolument sûre pour garantir que votre panier ne contiendra que des pommes saines? Il faut tout vider, tout sortir et examiner chaque pomme, une par une, avant de la remettre dans le panier. Exactement. Voilà de projets cartésiens appliqués à la connaissance. Les pommes, ce sont nos opinions, nos croyances, tout ce qu'on a appris. Il décide de vider entièrement son esprit, de rejeter tout ce qu'il croyait savoir, pour ne réadmettre que ce qui, après un examen rigoureux, se révèle absolument certain, indubitable. C'est ce que vous appelez le grand nettoyage mental. Voilà. Je comprends l'image, mais dans la vie réelle, c'est impossible. On ne peut pas mettre son existence sur pause le temps de trouver la vérité absolue pour savoir si on tourne à gauche ou à droite en sortant de chez soi. Vous mettez le doigt sur son pragmatisme. Il est parfaitement conscient de ce problème. Et c'est pour ça qu'il met en place ce qu'il nomme une morale par provision. Une sorte de code de conduite temporaire? C'est exactement ça. Quelques règles simples pour continuer à vivre, à agir dans le monde, pendant que sur le plan intellectuel, le grand chantier de démolition est en cours. Par exemple, obéir aux lois de son pays, ou être le plus ferme possible dans ses actions une fois qu'une décision est prise, même si elle est douteuse, juste pour éviter de ne rien faire. C'est la preuve qu'il garde les pieds sur terre au milieu du projet intellectuel le plus radical qui soit. Tout à fait. Alors concrètement, comment s'y prend-il? Par où est-ce qu'on commence quand on décide de faire le vide absolu dans son esprit? Il procède par étapes, en allant de plus en plus loin. C'est un doute méthodique volontaire. La première étape, c'est le doute des sens. On l'a toutes et tous expérimenté. Le fameux bâton dans l'eau qui paraît cassé? Voilà. Ou un objet lointain qui semble plus petit. Nos sens nous trompent parfois. Alors, par prudence, il décide de ne plus jamais leur faire entièrement confiance. C'est une première fissure, mais elle reste assez superficielle. Oui, on peut douter de ce que l'on voit, mais on ne doute pas du fait qu'on est en train de voir quelque chose. Mais bien sûr, il ne s'arrête pas là. Non, il passe à un niveau bien plus profond et déstabilisant. C'est l'argument du rêve. Ah, Il constate que, souvent, quand il rêve, ses sensations sont d'une vivacité, d'une clarté absolue. Il est persuadé d'être éveillé. Et il en arrive à cette conclusion vraiment troublante. Il n'existe aucun indice certain,
Aucun critère absolu qui permette de distinguer l'état de veille du sommeil. C'est une idée qui donne le vertige. Ça veut dire que rien ne peut nous garantir que cette conversation ici et maintenant n'est pas un simple rêve. Absolument rien. À ce stade, l'existence du monde extérieur, de mon propre corps, tout devient incertain. Mais même là, il reste peut-être quelque chose, non? Dans mes rêves comme dans la réalité, 2 plus 2 font 4. Les vérités mathématiques, elles semblent résister. C'est là qu'il déclenche l'arme ultime, l'étape finale, la plus extrême, le doute hyperbolique. Il imagine un scénario digne de la science-fiction. Le fameux malin génie. Exactement. Il postule l'existence non pas d'un dieu bon, mais d'un génie tout-puissant, rusé, trompeur, qui emploierait toute son énergie à me faire croire que 2 et 2 font 4, alors qu'en réalité ils font 5. Une entité qui aurait créé une illusion parfaite. Une matrice dans laquelle je suis prisonnier. Nos sources font le parallèle avec des films comme Matrix ou Inception et c'est tout à fait juste. L'idée que toute notre réalité pourrait n'être qu'une construction, une simulation pour nous abuser en permanence. À ce point-là, plus rien ne résiste. Le panier est vide. C'est le doute absolu. Et c'est au fond de cet abîme, à ce point zéro où tout semble s'être dissous, qu'il va trouver la seule chose qui ne peut pas être dissous. Sa première certitude, son point d'Archimède. C'est le moment de la bascule. Son raisonnement est le suivant. Que je sois éveillé ou que je rêve, que le monde existe ou qu'il soit une illusion créée par ce malin génie, dans tous les cas, pour que je sois trompé, il faut bien que j'existe. L'acte même de douter. L'acte même de douter, qui est le sommet de l'incertitude, est une pensée. Et s'il y a une pensée, il y a nécessairement une chose qui pense. Pour penser, il faut être. Et là, il tient sa vérité première, inébranlable. Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. On en revient à cette phrase. Mais maintenant, on comprend d'où elle vient. Elle n'est pas une évidence de départ. Elle est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais pourquoi est-ce si révolutionnaire? En quoi cette simple constatation change la face du monde? Parce que les conséquences sont vertigineuses. C'est la naissance de ce que la philosophie appelle le sujet moderne. Avant Descartes, le fondement de la vérité, c'était toujours extérieur. Dieu, l'Église, la tradition, les anciens. L'autorité, voilà. Avec le cogito, le centre de gravité du savoir bascule complètement. Le point de départ, le socle sur lequel toute connaissance va pouvoir être reconstruite, c'est l'individu pensant. C'est la conscience de soi. Si le jeu est le point de départ, alors l'autorité ne vient plus d'en haut. Elle vient de la raison individuelle. Précisément. Sans le cogito, on ne peut pas imaginer le siècle des Lumières, la Révolution française ou même la démarche scientifique moderne. Toute notre modernité est contenue en germe dans cette seule phrase. Ceux qui pensent, c'est un début, mais c'est bien peu. Comment est-ce qu'il passe de cette unique certitude solitaire à la reconstruction de tout le reste? Comment prouve-t-il que le monde extérieur existe, que le malin génie n'est qu'une fiction? Alors ça, c'est l'étape la plus délicate et la plus débattue de sa philosophie. Il le fait en prouvant l'existence de Dieu. Il regarde dans l'intérieur de lui-même, dans ses pensées. Et il y trouve une idée bien particulière. L'idée d'un être parfait, infini, éternel. Or, lui, il est imparfait. La preuve, c'est qu'il doute. Exactement. Il se regarde et se voit comme un être imparfait et fini. Et il se demande d'où peut bien venir cette idée de la perfection en moi. Elle ne peut pas venir de lui. C'est son argument. Pour Descartes, et c'est un principe fondamental de sa pensée, il ne peut pas y avoir plus de perfection dans l'effet que dans sa cause. Une idée aussi immense que l'infini ne peut pas avoir été causée par un esprit fini comme le sien. La seule explication possible, c'est qu'un être réellement parfait et infini existe et qu'il ait déposé cette idée en lui, comme la signature de l'artisan sur son œuvre. Ah, attendez, ça semble être une sortie de secours un peu trop facile, non? Il utilise un doute radical pour tout démolir, puis il sort Dieu de son chapeau pour tout reconstruire. N'est-ce pas une faiblesse dans un système qui se veut si rigoureux? C'est une critique très juste et très fréquente. Pour notre sensibilité moderne, cet argument peut ressembler à une pirouette. Mais il faut comprendre que pour Descartes et ses contemporains, ce principe de causalité était d'une évidence absolue. C'était pour lui une nécessité logique, aussi forte que 2 et 2 font 4. D'accord. Et une fois l'existence de ce Dieu parfait établie, le reste découle. Un être parfait ne peut pas être trompeur. La tromperie est une imperfection. Donc le malin génie est vaincu? Il est vaincu. Et ce Dieu bon devient le garant que les idées que ma raison conçoit de manière claire et distincte sont vraies. Et comme je conçois clairement l'existence d'un monde matériel extérieur, eh bien, ce monde existe. Le pont est rétabli.
Le système est bouclé. Il a reconstruit le monde. Mais en séparant si radicalement l'esprit, la chose qui pense, de la matière, est-ce qu'il ne crée pas un nouveau problème? Il crée le problème qui va hanter toute la philosophie et la science occidentale jusqu'à aujourd'hui. C'est son fameux dualisme. Il conclut qu'il y a deux substances radicalement différentes, la substance pensante, la res cogitans, immatérielle, l'âme, l'esprit, et la substance étendue, la res extensa, la matière. Tout ce qui occupe une place dans l'espace, y compris notre propre corps. Mais si l'esprit et le corps sont deux choses totalement séparées, comment interagissent-ils? Comment est-ce que ma volonté, immatérielle, peut commander à mon bras, matériel, de se lever? C'est le problème corps-esprit. Et de la neurologie à l'intelligence artificielle, on se débat encore avec les conséquences de cette séparation. Ce qui nous amène à notre époque. Pourquoi cette démarche, ce voyage philosophique vieux de 4 siècles, est-il si pertinent pour nous maintenant? Parce que la situation que Descartes a voulu résoudre par sa méthode est, d'une certaine manière, la nôtre. Mais à une échelle décuplée. Nos sources décrivent notre époque comme un bombardement constant de fausses nouvelles, de biais cognitifs, de bulles de filtre algorithmiques. Nos paniers mentaux se remplissent à une vitesse folle de pommes gâtées, et souvent sans qu'on s'en rende compte. Cette difficulté à discerner le vrai, à trouver un ancrage solide pour nos convictions, c'est une lutte profondément personnelle et parfois douloureuse pour beaucoup de gens. Sa méthode serait donc une sorte de manuel de survie intellectuelle pour le XXIe siècle. Aux certitudes, même les plus évidentes, qu'elles soient politiques, sociales ou intimes. C'est une invitation à mener notre propre grand nettoyage mental, pour trouver ce qui, pour nous, constitue une fondation authentique. C'est une démarche qui demande du courage. Et c'est une démarche lente, profonde, l'exact opposé de la culture de l'immédiateté, C'est un travail de longue haleine. de toute une vie. Et c'est précisément dans cet esprit de questionnement patient, de reconstruction personnelle, que des lieux de réflexion, comme notre café philosophique, trouvent tout leur sens. Ce sont des espaces pour ralentir, pour oser douter ensemble et reconstruire une pensée plus claire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on encourage celles et ceux qui apprécient cette forme d'exploration à la partager. Chaque partage est une invitation lancée à quelqu'un d'autre pour qu'il ou elle commence son propre voyage. Pour résumer notre parcours, on est parti d'un monde de certitudes héritées, confortable mais fragile. On a plongé dans une tempête de doute radical qui a tout balayé, pour finalement trouver un unique point fixe, un rocher dans la tempête, le sujet pensant. Et c'est peut-être ça le plus grand héritage de Descartes. Il n'a pas seulement offert des réponses, il a surtout offert une méthode pour chercher la vérité. Une méthode qui place la responsabilité de cette quête non plus sur une autorité extérieure, mais sur les épaules de chaque individu. L'invitation à devenir l'architecte de sa propre pensée. Et pour conclure, une pensée à méditer. Une question qui prolonge directement notre discussion. Descartes, lui, a eu besoin de l'existence d'un Dieu parfait et non trompeur pour reconstruire le pont vers le monde, pour garantir la certitude. Mais qu'advient-il de cette certitude dans un monde où ce garant divin n'est plus une évidence pour tous? Si on suit le chemin radical du doute cartésien, mais qu'on s'arrête juste avant sa preuve de Dieu, où cela nous mène-t-il? Que reste-t-il quand il ne reste que le sujet, seul avec ses pensées, face à un monde dont il ne peut plus être absolument certain?